Bonjour, bienvenue pour cette session autour de la démocratisation de l'accès à la culture. On va parler aujourd'hui de cette question avec Béatrice Desgranges, qui est fondatrice et directrice du festival Mars Attack, avec Marie-Cécile Zinzou, présidente de la Fondation Zinzou, qui œuvre pour l'art contemporain et la promotion de la culture au Bénin. On aura aussi autour de nous Christophe Léribaud, qui est non, je me trompe, désolée. Paul Hermelin, qui est président de Capgemini et président du conseil d'administration du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Ensuite, on aura Christophe Léribaud, président du musée d'Orsay et de l'Orangerie. Et pour finir, Amos Gitaï, réalisateur et architecte et ancien professeur au Collège de France. Mais avant toute chose, une note d'introduction de la part de Nathalie Moreau, qui est invitée par le Cercle des économistes, économiste à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialisée en économie de la culture. Merci beaucoup, Océane. Bonjour à tout le monde. En guise d'introduction, je voudrais remercier le Cercle des économistes d'avoir dédié une table ronde à la culture et d'avoir considéré que c'était un enjeu digne d'être débattu au même titre que le chômage, l'environnement, les finances, etc. Parce que très souvent, on considère la culture comme la cerise sur le gâteau dont on débat après d'autres choses, alors qu'elle est au fondement même de notre société et qu'elle nous permet de réfléchir le monde, d'avoir un regard critique sur le monde. Et évidemment, elle a un rôle de lien social très important. Je reviendrai juste 3 ans en arrière, lorsque nous étions en confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez énormément de monde qui se sont mis à leurs fenêtres pour chanter différentes chansons, airs. Il y a des personnes qui ont pris des pauses et ont fait des scènes vivantes pour reproduire des œuvres d'art et des tableaux. Et tout ça, ça a été assez important pour assurer le quotidien des personnes. Et ça n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu, en amont, un répertoire des artistes qui avaient créé, etc. Pour autant, quand on regarde les chiffres sur les pratiques culturelles, le schéma n'est pas forcément aussi positif. Il y a des pratiques au cours du temps qui se sont fortement développées, notamment sur la musique. Alors il y a le ministère de la Culture qui, depuis 1973, qui conduit à intervenir régulier des enquêtes sur les pratiques culturelles. Et par exemple, sur la musique, on voyait que en 1973, il y avait uniquement 9% des personnes de 15 ans et plus qui déclaraient quotidiennement écouter de la musique en 73. Aujourd'hui, on est passé à 57%. Donc on est là dans une pratique très largement démocratique. Bien sûr, le numérique et l'écoute via le numérique a largement contribué à cette démocratisation. Il y a, si on regarde sur d'autres pratiques comme le cinéma, ici, on voit qu'en dépit du développement du numérique, il y a encore des pratiques physiques qui sont relativement importantes, se rendre au cinéma, puisqu'il y a 60% des Français qui déclarent être allés au moins une fois au cinéma dans l'année. Alors en même temps, on peut se dire c'est le verre plein ou le verre vide, 60% ça fait beaucoup, mais en contrepartie, ça veut dire qu'il y a quand même 40% des Français qui ne sont pas allés au cinéma, et c'est une seule fois dans l'année, et c'est une des pratiques les plus démocratiques, les plus faciles. Quand on se déplace vers d'autres pratiques, là les chiffres sont beaucoup moins favorables, même s'ils ne sont pas nuls, hein. Mais si on regarde sur les expositions et les musées, c'est uniquement, j'allais dire, 30% des Français qui ont déclaré être aller une fois dans l'année dans un musée ou avoir visité une exposition. Donc ça veut dire, encore une fois, 70% ne l'ont pas fait. Et ici encore, c'est pourtant une pratique relativement démocratique puisque c'est lié au tourisme et on va voir un musée quand on est dans une activité de tourisme. Sur la musique classique, les chiffres sont encore plus réduits, puisque c'est uniquement 6% des personnes qui ont déclaré avoir une sortie pour assister à une musique classique. Et l'opéra, on le sait bien, c'est une pratique qui est assez élitiste. Là, c'est 80% quasiment des Français qui ont déclaré ne jamais être allés de leur vie à l'opéra. Donc, quand on regarde ces chiffres de pratique, on voit que ce sont des pratiques qui sont souvent plus liées peut-être à du divertissement, et que les pratiques plus patrimoniales, voire même les pratiques qui sont liées à des activités, des créations contemporaines, ont moins de succès, et pourtant elles permettent, le rôle des artistes, c'est de donner un regard singulier sur le monde, de questionner notre monde,
monde. Donc comment est-ce qu'on peut relier les deux et permettre à des pratiques plus patrimoniales d'aller vers les autres ou inversement. Donc nous avons un beau panel pour nous présenter leurs pratiques en la matière et de voir comment ils essayent de diversifier leur public. Donc je redonne la parole à Océane. Béatrice Desgranges, vous êtes donc présidente du festival Mars Attack qui a la chance de toucher les jeunes, ce qui est un idéal pour beaucoup d'organisations culturelles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est pour vous la démocratisation de la culture et en quoi ça s'illustre pour Mars Attack ? Oui, bien sûr. Peut-être pour préciser pour le public, donc le festival Mars Attack est un festival marseillais. C'est un festival qui est dédié aux esthétiques électroniques depuis le hip-hop jusqu'à la techno. Il existe depuis 25 ans et il accueille à peu près 45 000 spectateurs par an. Il se tient dans l'enceinte du parc Borély, qui est un magnifique site patrimonial. Et ces croisements peuvent également, ces twists entre les esthétiques qu'on défend et le lieu dans lequel on les produit participent également de la démocratisation. Alors, moi, ce que je pourrais dire du point de vue de démocratiser l'accès à la culture, pour moi, il y aurait 4 leviers. Sans doute. Je pense qu'un des principaux, c'est la question de la programmation, c'est-à-dire comment on fait pour intéresser des jeunes, comment on fait pour les faire adhérer et les faire venir et les faire participer et donc les faire venir sur un festival. Nous, c'est vraiment en étant très très à l'écoute de la musique qui se fait aujourd'hui. En 25 ans, on a toujours revu, été vigilant sur la programmation, les artistes qu'on produit et on essaye d'être vigilant sur le fait de faire cohabiter sur la même affiche à la fois des têtes d'affiche qui sont souvent les noms pour lesquels le public vient, en mettant autant d'artistes en émergence pour faire découvrir. Et cette capacité à porter l'émergence artistique, pour moi, participe de la démocratisation. Donc quand on s'adresse à un public jeune et qu'on programme du hip-hop, sachant qu'aujourd'hui, puisqu'on va parler des outils numériques et de leur pratique, c'est la musique la plus écoutée dans la génération des 20-25 ans, c'est la musique la plus streamée. Donc c'est des événements où on peine pas, au contraire, à attirer le public. Après, quels sont le deuxième levier, bien évidemment, il est économique parce que la question de la politique tarifaire est un point de départ et un déclic indispensable, surtout dans un contexte très inflationniste, comme on peut le connaître notamment ces dernières années, mais nous, sur les esthétiques et sur le hip-hop ou les musiques actuelles en général, on souffre vraiment ces dernières années de gros emballements des cachets d'artistes. Les revenus du disque n'étant plus à l'ordre du jour, c'est vrai que c'est par le live que ces artistes-là trouvent la majeure partie de leur rémunération. Il y a de plus en plus de festivals, donc ça fait grimper la cote de leur cachet artistique. Rajouter à ça l'inflation de ces dernières années, c'est un effort de porter une politique tarifaire qui se veut la plus accessible possible. Donc chez Mars Attack, on a ces points de vigilance avec des tarifs qui sont progressifs et voilà, le premier prix c'est 30 € pour 3 jours, donc ça fait 10 € la place. Donc voilà, on essaye d'avoir cette vigilance-là, notamment vis-à-vis d'un public, puisque nous, le cœur de cible, il est entre 20 et 25 ans, qui est souvent étudiant ou primo-entrant dans la carrière professionnelle. Donc ils sont peu argentés. Pour moi, il y a un troisième levier qui est important, qui est tout ce qui touche à l'ordre de la sensibilisation artistique pour travailler auprès soit des publics éloignés, soit des publics en devenir. Et alors, on a un programme qui s'appelle Mars Attack School, par lequel on met en place des projets de création artistique en faisant intervenir des artistes au long cours dans des collèges ou dans des lycées pour participer en fait à la sensibilisation de ces jeunes, pour leur faire préparer une œuvre. Souvent, c'est un morceau ou deux
2, on fait intervenir des artistes qui les accompagnent dans la production d'une œuvre inédite, et après ils viennent jouer ce morceau-là sur les scènes officielles du festival. Donc ça participe aussi à l'épanouissement de l'individu, et nous on est très optimistes sur le fait que ça forge les spectateurs de demain. Voilà. Et après, le dernier levier, et non des moindres, parce que quand on parle de diversité culturelle, c'est souvent la diversité qu'on arrive à poser dans nos programmations, parce qu'on a des programmations hétéroclites, internationales, pour montrer avoir les différentes expressions dans un même courant musical. Mais on fait beaucoup d'efforts pour que notre public soit aussi le plus diversifié possible. Et ces dernières années, et notamment cette année, on a porté un gros coup de projecteur sur la question de l'accessibilité au handicap, notamment, pour faire en sorte que nos festivals soient aussi des lieux où tout individu peut être accueilli, et que tout individu puisse participer en fait au spectacle, au festival, pour être le plus démocratique possible dans notre capacité à accueillir le public. Voilà, je pense que c'était les 4 points sur lesquels j'avais envie d'insister en intro. Marie-Cécile Zinzou, quelle est la place comment est-ce que vous mettez en place, disons, la démocratisation de la culture dans votre organisation? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors moi, mon expérience, elle est un peu différente d'une expérience française. J'ai eu la chance de grandir en France et d'avoir accès à tout. D'avoir accès au musée, d'avoir accès à l'opéra, d'avoir accès au théâtre, d'avoir accès à la danse, d'avoir accès à tout de manière en fait finalement gratuite. Et ça a été ça tout le long de mon parcours scolaire, ça a été ça dans ma vie personnelle. Et en m'installant au Bénin, qui est mon deuxième pays, en 2005, j'ai décidé d'ouvrir un musée d'art contemporain. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait que le musée était un des éléments absolument primordiaux de la construction intellectuelle d'une jeunesse qui allait se retrouver fort démunie en ayant accès à uniquement l'école et pas grand-chose d'autre. Le fait que le Bénin est une culture extrêmement riche est quelque chose qui est clair depuis des siècles. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'accès. Il n'y avait plus d'accès. Il y a eu une histoire très riche de la démocratisation de la culture il y a des centaines d'années, chose qui était très méconnue. Et on était arrivé dans une société postcoloniale qui avait un peu effacé les traces de cette culture et l'accès à cette culture. Donc, à un moment, on était dans un pays qui était un peu pris entre l'héritage colonial français et la culture française qui a longtemps été racontée à l'école et qui a été longtemps accessible par l'école, et la disparition de nos propres arts et de notre propre histoire. Et donc, du coup, l'idée de la Fondation, c'était de créer un musée d'art contemporain, ce qui paraissait à beaucoup de gens eu une erreur parce que ça semblait pas une des priorités en Afrique de l'Ouest il y a 18 ans. Et très vite, la question s'est posée de comment parler au public, comment expliquer au public à quoi on sert. Parce que c'est formidable d'ouvrir un musée et de dire aux gens, bon bah écoutez, c'est gratuit, super, vous pouvez venir désormais. Le problème, c'est à quoi on sert. C'est la première question que les gens se posent. Pourquoi on irait là ? À quoi on sert ? Quel est l'intérêt de cet endroit qu'on appelle le musée, puisque à Cotonou, capitale économique du Bénin, il n'y avait pas de structure de ce type. Il y avait 6 structures créées pendant la colonisation, poussiéreuses et un peu hors d'âge, qui sont en train d'être rénovées, mais seulement maintenant, donc quand même 64 ans après la fin de la colonisation. Et donc, c'était pas du tout une habitude qu'il y avait. Et la question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les gens vont trouver le chemin du musée et vont comprendre ? Et à ce moment-là, je vais finir le suspense tout de suite. On a eu 18 ans il y a 3 semaines et on a reçu 7 millions de visiteurs. Donc comme ça vous donne une idée de l'enthousiasme qui a pu être... Ça peut donner une idée de l'enthousiasme et en fait de la nature humaine qui est assez classique, que ce soit en Bolivie, au Bénin ou en France. En fait, tous les parents du monde savent que le musée est un des éléments importants de la construction de leurs enfants et un des éléments importants de leur histoire. Et donc, on a décidé de faire un choix particulier, comme c'était un musée de création contemporaine. L'idée, c'était de parler de la création du continent, de la création de notre temps. Qu'est-ce qui nous définit aujourd'hui ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous après des siècles d'esclavage, des siècles de colonisation ? Qui sommes-nous aujourd'hui ? Quelle est cette nouvelle identité ? On est des pays tout jeunes,
Vous voyez, on a 63 ans en fait. On aura 63 ans le 1er août. Donc on est très jeunes et en même temps on est des pays avec des traditions immenses mais qui ont un peu disparu. Donc qui sommes-nous aujourd'hui ? D'abord, il y a une chose qui est intéressante et que les gens savent peu, c'est qu'il y a une tradition de la démocratisation de la culture qui est très présente dans le royaume du Dahomey, qui fait partie des royaumes qui constituent le Bénin d'aujourd'hui, et qui est, ça s'appelle les Huetanou. Et c'est un élément important parce que c'est comment on montre à toute la population, à partir du XVIIIe siècle, les collections nationales finalement, les collections royales. Comment est-ce qu'on réunit la population autour du roi. Chaque fin d'année, le roi réunit l'intégralité de la population et pendant 3-4 jours, il y a différentes fêtes avec différents moments. Il y a notamment un moment, le défilé des richesses. Tous les trésors du roi sont montrés et sortent sur la tête des Amazones, l'armée de femmes qui caractérise le Dahomey. Sur la tête des Amazones sortent tous les plus beaux artefacts de la cour royale et sont montrés à la population. Ceux qui n'attirent pas un enthousiasme fou sont abandonnés ou sont donnés et les artisans recommencent, les artistes, les rois repassent la commande et recréent des œuvres qui seront montrées l'année suivante. Et donc on se retrouve en fait en réalité dans une politique de monstration de l'art qui est très très forte au XVIIIe et au XIXe siècle. Chose qui avait un peu disparu, mais en réalité c'est quand même déjà très ancré dans nos cultures. Et donc quand on ouvre le musée, assez naturellement, le premier jour, on a eu 6 personnes qui en avaient entendu parler à la télévision et qui voulaient voir ce que c'était. Il y en avait un qui avait 7 ans. Il a trouvé ça super. Il a trouvé qu'on racontait des histoires, que c'était très amusant. Donc le lendemain, il est revenu avec toute sa classe en leur disant « Oh, venez, c'est à côté de l'école, c'est gratuit, ça vaut le coup. » À la fin de la semaine, ils étaient 700. Et le lundi suivant, on appelait les écoles en disant « Si on faisait des partenariats, si on travaillait ensemble, parce qu'en fait, on ne va pas réussir à gérer 700 enfants d'un coup qui arrivent comme ça pour voir une exposition et qui s'enthousiasment sur l'œuvre de Romuald Azoumé. » Et du coup, on est passé par les enfants et les parents, à force de voir les enfants venir, ont décidé de venir aussi et pour essayer de comprendre. Et après, il y a une deuxième chose qui est la gratuité. Qui est la gratuité et comment l'impact de la gratuité, l'impact des prix, mais en l'occurrence, dans notre cas, l'impact de la gratuité, qui n'est pas seulement l'entrée du musée gratuite, mais qui est en réalité aussi beaucoup de choses, qui est la gratuité de la médiation. Parce qu'à un moment, il faut parler, si vous voulez parler aux gens, il faut parler leur langue, il faut qu'ils vous comprennent et il ne faut pas arriver en disant « j'ai fait l'effort, je vous ai présenté un artiste formidable, à vous de faire la démarche de comprendre qui c'est ». Il faut amener ça. Nous, on parle d'une époque où il n'y avait pas YouTube, pas Facebook, ça n'avait pas encore été inventé. Donc on n'avait pas encore tous ces moyens de diffusion qu'on a aujourd'hui. Il y a la gratuité du transport, parce que le transport pour venir au musée, si votre transport vous coûte 1 €, on parle d'une époque où le SMIC était à 50 €. Donc, quand le transport coûte 1 € pour aller au musée, il n'est pas question d'envoyer 5 enfants au musée parce que ça fait 1/10 du budget familial. Et enfin, il y a la gratuité des ateliers de pratique artistique qui n'existaient pas dans les écoles et qui étaient importantes parce que ça permettait d'emmener les enfants dans le monde de la création et de leur faire toucher au plus près. Et du coup, la question de la mécénat de toutes ces gratuités. Merci. Paul Hermelin, vous œuvrez dans le domaine des arts lyriques. Est-ce qu'on démocratise les arts lyriques et si oui, comment ? Bonjour, est-ce que vous allez me permettre de tricher un peu? Parce que comme les élèves du professeur, moi quand j'arrive à une épreuve, je fais comme eux, je vais voir l'IA générative et je vais sur ChatGPT pour voir ce qu'ils me disent sur démocratiser la culture. C'est ce que font tous les jeunes aujourd'hui. Dans la salle, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ce que font tous les jeunes aujourd'hui. Donc, que nous dit ChatGPT à la question « Comment démocratiser l'accès à la culture ?» Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas regardé? Oh là là là. Bon, petit 1, éducation. Mettre l'accent sur l'éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge en intégrant les cours d'art, de musique, de danse et de théâtre dans les programmes scolaires. On va y revenir. Petit 2, subventions et financement. Augmenter les subventions et les financements publics pour les organisations culturelles et les projets artistiques. Petit 3, bibliothèques et médiathèques, renforcer et moderniser les bibliothèques et médiathèques en offrant une large sélection de livres, de films, de musique et de ressources numériques. Petit 4, accès en ligne, développer des plateformes numériques. Petit 5, collaboration avec les communautés, impliquer activement les communautés locales dans la programmation. Petit 6, transport et accessibilité physique, nous y voilà. Petit 7, sensibilisation et communication.
pas bête, ChatGPT, finalement, hein, ça répond bien à la question. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, quand même. Je vais peut-être faire un petit effort personnel pour dire, moi, ce qui me frappe, si vous avez été au Festival d'Art Lyrique, l'opéra, c'est le roi des arts, c'est le plus compliqué, c'est le plus cher. Et de très loin, c'est le plus cher. Pour une représentation, vous mettez en œuvre des moyens considérables. C'est les artistes dont les cachets, effectivement, s'envolent, mais c'est une production, des décors, une salle, c'est très très cher. Alors on fait des efforts à Aix, donc 18 000 places, c'est-à-dire 36% des places sont offertes aux jeunes avec des tarifs réduits qui vont jusqu'à 30 € la place, et en général, ils dépensent 30 € pour aller voir un concert de Kanye West, hein, donc ils peuvent le faire. Comment ? 30 € pour Kanye West. C'est largement plus. C'est largement plus cher pour Kanye West. Hein, c'est beaucoup plus cher. C'est 120, hein, parce que j'y ai été. Donc, à Bercy, bien sûr. Donc l'opéra, c'est compliqué. On fait des choses, on fait des tas de choses. On a des conventions avec 74 établissements scolaires des communes des Bouches-du-Rhône principalement. On a formé 3500 élèves à l'éducation musicale et lyrique, donc il y a tout un programme. Le festival a toute l'année une activité d'éducation culturelle dans la région. Mais le problème que je voudrais soulever, notamment quand on est une semaine après les incidents qui ont suivi la mort du jeune Naël, c'est comment on implique non pas les 20-25 ans, mais les 14-18 ans à la culture, ce qui est un challenge encore plus compliqué. Et vous le savez comme moi, c'est une génération TikTok, une génération du zapping dont la capacité d'attention est très brève et doit être renouvelée en permanence. C'est-à-dire qu'un opéra comme hier soir, 3h30, Così fan tutte, vous oubliez, c'est pas la peine. Si vous les emmenez dans la salle, au premier tombé de rideau, ils se taillent. Ils ne restent pas parce que c'est trop long, ça n'a pas le rythme auquel ils sont habitués. Donc je pense qu'il faut travailler, si on veut amener à la culture, si on veut amener à un épanouissement, j'entendais le mot d'épanouissement, il faut amener à la création. Et moi je me dis, mais là je suis comme toujours assez provocateur, qu'on apprend la littérature aux enfants, on doit leur apprendre à faire des photos pour faire des bonnes photos sur Instagram. On doit les apprendre à tourner des petits films pour les mettre sur TikTok, parce que ce sont ça les capacités d'expression aujourd'hui. Ce ne sont plus d'écrire un acte en 5 actes comme Molière et Corneille. Donc si on veut une éducation d'aujourd'hui, il faut une éducation tournée vers la création. C'est un de mes thèmes obsessionnels. Vous avez le défi de la planète qui est le défi que tous les jeunes reprennent comme étant le défi de la génération. C'est ça le défi, plus encore que l'inégalité. C'est le défi de la planète. Et on a derrière ce sujet des militants de très bonne foi qui disent qu'il faut arrêter de consommer. Et effectivement, on consomme trop et on consomme des objets jetables. Mais si on veut arrêter de consommer, il faut permettre aux individus de se différencier. Il y a un appétit des individus de ne pas se fondre dans la masse et de voir leur personnalité reconnue. Et aujourd'hui, je me fais reconnaître en postant sur Instagram une photo de ma pomme dans un lieu où les gens m'envient d'être allés. Vous savez qu'aujourd'hui, l'activité principale des agences de voyage, c'est d'organiser des voyages Instagram pour que les gens se prennent en photo dans l'endroit où ils veulent être vus. Au passage, je signale qu'il y a plus de morts de gens qui tombent en voulant faire une photo Instagram que de morts du terrorisme. Il y a aujourd'hui plus de morts Instagram. Il y a eu 378 morts de personnes qui voulaient se prendre en photo depuis 3 ans. C'est plus que de morts du terrorisme. Donc il y a une envie de se différencier. Permettons aux gens de se différencier par la création artistique. Il faut complètement repenser les programmes scolaires pour que les gens s'expriment dans la création, qu'ils se différencient, leur individu, qu'ils brillent, qu'ils se fassent reconnaître des autres, de l'environnement par la création. Je pense que c'est ça le défi, c'est ça qu'on essaie de faire à Aix autour du festival, c'est pousser les gens avec l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, qui sont des instruments méditerranéens, avec des ateliers lyriques. Il faut pousser les jeunes dans leur registre, que ce soit le hip-hop, je suis un fanat de hip-hop, que ce soit les musiques électroniques, que ce soit les vidéogames, que ce soit le métaverse, la création, la création, la création. Christophe Leribaud, président des musées d'Orsay et de l'Orangerie. C'est quoi la démocratisation de la culture pour vous et comment est-ce que vous mettez ça en œuvre au musée
du sculpture, par exemple? Alors, pas seulement selon ChatGPT, c'est évidemment de faire accéder le plus possible à la culture. Et ce qui est vraiment un vrai enjeu pour les musées, c'est apprendre à décrypter les images. Et mon voisin l'a bien dit, on est entouré d'images, on en diffuse, on en prend beaucoup, parfois pas suffisamment bien. Donc, c'est très important, je crois, d'avoir des lieux comme les musées. Il y a 3 fronts. Il y a ce front territorial, déjà, d'avoir des musées, des monuments à disposition. À dire vrai, il y a un maillage très dense, en tout cas en France et en Europe. Il y a ce front économique que vous évoquiez, bien sûr. Là encore, par exemple, pour le musée d'Orsay, 40% de nos visiteurs entrent gratuitement. Il y a les premiers dimanches, il y a les soirées jeunes à 10 €. On ne paye pas de toute façon jusqu'à 25 ans, donc il y a beaucoup d'exemptions. Il y a des billets pour les familles. Si vous venez avec un enfant en otage, les deux personnes qui accompagnent, peu importe, soit parents, pas parents, peu importe, paieront tarif réduit. Donc ça, ce front-là, on trouve des moyens aussi de l'améliorer. Le 3e front, il est psychologique, effectivement. C'est comment débloquer cette barrière, donner envie de franchir la porte du musée. Alors pour le musée d'Orsay, on a la chance d'être une gare. Alors donc ça veut dire un endroit très construit pour être très accessible avec des grands halls d'entrée. Le musée d'Orsay, installé donc à la gare d'Orsay, prend le relais du Louvre, c'est-à-dire toutes les œuvres entre 1848 et la première guerre de 14. On y voit en fait le plus beau de la création artistique en matière de peinture, de sculpture, d'objets d'art de cette période. Du coup, nous n'avons pas de problème à remplir d'une certaine manière. Il y a 3,5 millions de visiteurs, il y en a 1,2 million à l'Orangerie, qui dépend aussi du musée d'Orsay. Mais ce qui est important pour nous, c'est de ne pas être seulement un lieu touristique. Je suis très heureux d'être moi-même touriste à l'étranger ou au musée Granet, qui est merveilleux. Mais il faut absolument que les Français, les jeunes ou de tout âge, aient envie de franchir la porte, d'y s'y sentir bien, d'y apprendre des choses, que ce soit agréable, intéressant. Et c'est ça, évidemment, le vrai challenge. Alors, par chance, c'est un des effets du Covid, peut-être. Au lieu d'avoir, comme précédemment, 70% de visiteurs étrangers, nous avons encore sauvegardé 49% de visiteurs français. C'est-à-dire ceux qui, après le Covid, se sont rendus compte que finalement les musées leur manquaient. Et nous faisons tout pour fidéliser ces visiteurs français pour qu'ils continuent à venir et à revenir. Mais pour cela, il faut avoir d'une part une politique de communication ouverte à tous les segments, etc., mais aussi avoir une programmation variée, y compris en termes de spectacles. Nous inaugurons des olympiades culturelles et comme il y aura des épreuves de sport urbain à proximité du musée, on a utilisé cet argument pour avoir toute une série de spectacles innovants avec de la breakdance, avec du hip-hop, etc. Mais le but, c'est quand même de faire partager un socle de culture commun à nous tous. Parce qu'un autre enseignement du Covid, c'est que dans nos statistiques, plus de 82% des visiteurs viennent à 2 ou en famille. Donc la pratique individuelle, qui était supérieure, qui était de 35% avant le Covid, a nettement faibli, ce qui veut dire que c'est un lieu de partage, où on peut discuter, entraîner des personnes qui sont autour de vous, et ça va à l'encontre donc, de cette culture trop segmentée, celle des réseaux sociaux, où finalement c'est devant son ordinateur, c'est chez soi, devant Netflix, que finalement maintenant on regarde peut-être davantage le cinéma. Et finalement, le musée est un lieu de sortie, et c'est très important pour nous de pouvoir encourager ça, parce que qui dit sortie dit discussion, interrogation, et c'est quelque chose à creuser dans notre programmation. Merci. Amos Gitaï, vous êtes cinéaste. Est-ce qu'on peut avoir votre regard sur cette question de la démocratisation? I will speak in English if it's... Je vais m'adresser à vous en anglais si vous me le permettez bien. Ça va? Très bien. En fait, je souhaite aborder 2 mots qui se trouvent dans le sommaire. La culture et la démocratie, c'est dans le titre de notre débat. Est-ce que la culture a un impact sur la démocratie ou pas?
très bien, nous sommes dans un tsunami parce que tout le monde a parlé des impacts institutionnels, les manières de dissémination et tout. Mais le climat est dans un état critique. Et il y a un recul de la démocratie partout dans le monde. Chez moi, en Israël, c'est le cas. Et nous, on voit ce qui se passe en France. On ne sait pas où ça va mener. Italie est déjà un pays fasciste. Qu'est-ce qui va se passer en Espagne? La Finlande modifie, change son fusil d'épaule. Et sans parler de l'Ukraine, la Russie et les autres. Donc voilà la culture. Est-ce que la culture peut avoir un impact sur la démocratie? Est-ce que nous réfléchissons sur ces termes-là? Donc nous avons ces beaux musées. La France, le musée d'Orsay est un musée époustouflant. Bravo. Nous avons ces institutions civiques aussi, mais notre manière de vivre, notre style de vie. On arrive à l'opéra. L'opéra n'est pas une activité principale, mais comment la culture peut-elle contribuer au niveau civique sans être démagogue ou indoctriné? Malheureusement, nous savons que l'impact est minimum. Regardons une peinture de Guernica par Picasso. C'est ce tableau très, très célèbre. On parle du bombardement par la Luftwaffe sur la ville de Guernica, un petit village plutôt basque. Et c'était un peintre, Picasso. Il en a fait un tableau. Mais Franco a gagné la guerre. Il est resté en pouvoir pendant plusieurs années. Et la culture n'a pas eu d'impact. Donc la culture, même si on parle de la civilisation africaine, la culture était une manière de guérir une plaie, si on remonte aux origines. Mais la culture aujourd'hui est un marché. Oui, c'est très bien avec tous les chiffres cités ce matin, mais est-ce que la culture impacte notre société? Est-ce que la culture incite les gens à adopter des valeurs libérales, le respect de l'autrui? Il faut l'avouer dans ce sens-là que c'est un désastre. Voilà la question véritable. Quel est l'impact de cet engagement civique? Il y a plusieurs modèles, bien sûr. Il y a le nouvel deal de Roosevelt lorsque les États-Unis ont envoyé des photographes, des artistes, des scénaristes dans les 4 coins du pays pour communiquer avec les classes ouvrières, non pas que les élites. Et ce sont les questions qui, à mon avis, dans cet instant d'émergence, on est moins à l'aise malgré toutes les statistiques. Donc, ce sont des questions qu'il faut reposer. Il faut vraiment radicaliser notre questionnement du rôle de la culture dans la promotion d'une refonte du rôle de la culture. Vos interventions, c'est la notion de créer du commun et aussi l'impact des réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la culture, disons, s'est morcelée avec le numérique et avec ses usages numériques ou est-ce qu'au contraire, il y a, disons, une massification de la culture selon vous et quel est éventuellement l'impact d'une ou l'autre tendance? Je ne sais pas qui... Moi, je pense que nous, les outils numériques, ils ont beaucoup participé à rendre accessible et faire connaître en fait les artistes notamment, parce qu'en fait la pratique des jeunes sur la question des réseaux sociaux, et je rejoins ce que disait je crois Paul Hermelin tout à l'heure, c'est que oui, il y a cette culture d'Instagram, oui, il y a cette façon de faire savoir où on est et de montrer aux autres qu'on est en train de vivre quelque chose de vraisemblablement extraordinaire, mais en fait
contrairement à ce qui a pu être dit, c'est pas une pratique solitaire, c'est pas tout seul derrière son ordinateur, c'est posé sur un réseau social. Déjà, c'est des expériences. Enfin, venir à un festival, ça a été dit, même venir à un musée, on y vient forcément à plusieurs, on y vient pour vivre ensemble des choses et après faire savoir au monde ce qu'on a vécu. Donc en fait, dans cette génération, le réseau social, c'est au-delà d'un acte de communication, c'est aussi en quelque sorte une façon de pratiquer la culture en fait, parce que ils peuvent commenter, ils peuvent faire savoir où ils sont, ils peuvent relayer du coup, et en fait la notion de prescripteur sur ces réseaux sociaux est absolument importante, et je pense que c'est des outils qui permettent cette massification, démocratisation. Voilà. Plutôt pour moi. Voilà. Votre question est compliquée parce qu'il y a à la fois la question massification, uniformisation, et vous avez une question de fragmentation. Alors, il est clair que le monde globalisé est un monde d'uniformisation et que quelque part, peu à peu, les jeunes Français se sont mis au rap à la suite et parfois avec beaucoup d'imagination par rapport au rap américain. Mais quelque part, les jeunesses du monde se retrouvent dans des formes musicales plus uniformes que jamais. Je ne sais pas ce qu'il en sera demain, mais il y a eu une tendance à la globalisation par le monde de la musique marchande qui a uniformisé. Il y a clairement une telle dimension. Alors, est-ce que c'est très grave? Je n'en sais rien, parce que comme le disait le précédent orateur, Madame nous disait que quelque part, aujourd'hui, dans ce qu'on appelait du temps de Malraux les maisons de la culture, il y a des petits studios d'enregistrement. De plus en plus, il y a des endroits où on apprend à faire du sampling, à faire tourner deux platines et à scratcher. Donc, il y a toute une création différenciée. Et pour reprendre l'exemple, je ne sais pas ce qu'il en est de Cotonou, mais il y avait une exposition qui, moi, m'avait marqué, qui s'appelait Les Magiciens de la Terre, il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années, ou une trentaine d'années, qui nous apprenait que la création picturelle en Afrique, elle ne prenait pas la forme de tableaux, une toile accrochée sur un cadre en bois qu'on mettait sur un mur. La création picturale, c'était la manière dont on peignait un camion. Et il y avait des artistes qui exprimaient des talents, une imagination, une créativité dans la concurrence que se font les chauffeurs de poids lourds pour avoir le camion le plus beau de l'environnement. Donc il y a toujours eu une fragmentation, une adaptation, je crois assez au génie humain. Je plaisantais tout à l'heure, je parlais de Kanye West. Kanye West a voulu faire un opéra. Et cet opéra, vous le trouvez sur Internet, sur YouTube, ça s'appelle Nabucodonosor. Donc il a pris un thème assyrien, mais mésopotamien. C'est pas le meilleur opéra du monde. Hein. Franchement, c'était incroyable le conformisme d'un Kanye West quand il s'est heurté à la forme opéra. Il est devenu le moins créatif du monde. De la même manière, si ça vous intéresse, Paul McCartney a écrit les oratorios de Liverpool. Vous pouvez y passer 10 minutes. C'est pas non plus le plus créatif, parce que finalement, c'est ces génies musicaux que sont Paul McCartney, les Beatles, Kanye West, le rap. Ils voient la musique classique comme une espèce de truc très impressionnant devant lequel ils saluent, ils s'inclinent, mais ils font trop de révérence. Donc aujourd'hui, je pense que la créativité, elle est plus dans les musiques électroniques, elle est plus dans le hip-hop, et c'est donc, ça montre que même en période d'uniformisation, il y a toujours des vagues de création. Il y a peut-être aussi une chose qui est de penser que les réseaux sociaux peuvent bloquer la concentration, vous obliger à vous intéresser que 15 secondes aux choses, etc. On peut aussi voir les réseaux sociaux comme juste un descendant assez direct de la télévision et de la radio. Le fait que la télévision ait toujours filmé les expositions, les ait montrées au journal télé, ça n'a jamais empêché les visiteurs de venir. Et en fait, on est juste dans d'assez droite ligne avec les réseaux sociaux. Et ça permet, dans des contextes, et là je vais effectivement reparler de Cotonou, ça permet dans des contextes comme celui de Cotonou, où il y a une offre pour l'instant culturelle qui est assez limitée à des initiatives privées qui font des choses mais qui ne peuvent pas couvrir tout, ça ouvre une fenêtre sur l'intégralité du reste du monde. C'est-à-dire que tout à coup, les réseaux sociaux vous permettent d'accéder absolument au monde entier, à toutes les formes de création.
et ça inspire. Et ça... De la même manière que la radio le faisait avant, et j'y pense parce que j'ai un ami qui est un ténor congolais qui chante à l'Opéra Bastille, et lui, il a grandi à Lubumbashi. À Lubumbashi, vous n'avez aucune chance en fait d'être un jour ténor à l'Opéra Bastille. C'est pas possible parce qu'en plus, c'est une forme, l'opéra, qui est pas très commune à Lubumbashi. Il n'y a pas l'opéra de Lubumbashi. Ce garçon, il a entendu quelqu'un chanter à la radio. À partir de cette écoute à la radio, il s'est dit c'est ça que je vais faire dans la vie. Il s'est mis à chanter, il était capable de reproduire exactement ce qu'il avait entendu. Il a travaillé. Après, l'histoire est faite de miracles, de rencontres, de choses qui fait qu'un jour, il se retrouve sur la scène de l'Opéra Bastille et il peut chanter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il repartage tout ça sur Instagram, il repartage tout ça sur Twitter, il repartage tout ça sur Facebook. Et comme ça, à Lubumbashi, il y a des enfants qui l'entendent, qui l'écoutent. Et aujourd'hui, il vient avec des chanteurs, des musiciens, avec toute une organisation et il offre l'opéra à Lubumbashi. Chose qui était inimaginable et qui est une ouverture extraordinaire qui n'est possible aujourd'hui que par Instagram. Et Instagram, du coup, devient une fenêtre sur le monde et une ouverture qui est gratuite, disponible pour tous, avec des données qui coûtent rien. Et donc aujourd'hui, finalement, c'est l'endroit où il faut être et c'est ça qui permet de donner à tous le même niveau de culture. Christophe Leribaud, les nymphéas du musée de l'Orangerie ont un succès énorme sur Instagram. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif, d'avoir, disons, un attrait poussé par les réseaux sociaux parfois Bien sûr, on utilise tous les moyens. On est très heureux d'être sur les réseaux sociaux, de communiquer, de partager, de susciter l'envie, de sauter le pas. On a aussi beaucoup de choses en ligne. Les musées ont mis énormément en ligne au moment du Covid, justement. Donc, toutes nos collections, on a mis les musées, souvent, ils ont mis les concerts qu'ils ne pouvaient plus donner devant le public, etc. Et maintenant, on est arrivé à une deuxième phase, c'est de mieux structurer tout ça, pour qu'on puisse se retrouver dans des sites extrêmement riches avec des milliers de conférences, de concerts, de programmes spécifiques pour les enfants, où on entend toutes les langues. Maintenant, il faut réussir à ce que ce soit compréhensible et accessible. De même qu'on peut se perdre au musée du Vatican, on peut se perdre dans un site internet. C'est pas le tout de mettre sur internet. Il faut vraiment réfléchir à qui on vise, qui aura envie de fouiller davantage. Mais notre but ultime est quand même de susciter la rencontre avec les œuvres, de pouvoir vraiment partager devant ces œuvres d'art une passion commune. Amos Gitaï, sur cette question. Ok. Je ne sais pas si on peut peut-être passer aux questions du public. Il me semble qu'on est proche de l'heure. Est-ce que vous avez des questions à adresser aux intervenants aujourd'hui? On en a aussi sur le site. Certains sur le site. Non. Pour commencer avec les questions qui nous ont été. Ah, pardon, monsieur. Bonjour. J'ai posé une question sur le site avant de venir. Bonjour à tous. Je m'appelle Jacques Chalmot, je dirige la Philharmonie Provence-Méditerranée, je suis chef d'orchestre et je voulais intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit. Tous les intervenants sont conscients que le problème de la culture, c'est le partage, faire en sorte que les gens aient envie d'aller au musée, d'aller au concert, d'aller au cinéma ou d'aller à l'opéra. Et j'entendais M. Hermelin qui nous disait, qui parlait de Così fan tutte en disant si les jeunes viennent à Così au premier baisser de rideau, ils s'en vont. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend comment c'est présenté, ça dépend du travail qui est fait en amont. Je vais poser une question très précise, mais je veux simplement répondre très rapidement à ce qui a été dit. ChatGTP, c'est assez juste, hein, ce qui est le descriptif. Il y a simplement une petite question qui a été simplement évoquée, c'est les finances publiques. Et bon, autant le Festival d'Aix, et c'est juste et c'est très bien, est largement subventionné, autant les petites structures comme celle que je dirige sont véritablement en souffrance. Et si rien n'est fait, elles disparaîtront. Il y en a plein qui disparaissent en ce moment.
L'orchestre que je dirige joue devant, dans le secteur. Hein. J'ai dirigé pendant 13 ans l'orchestre d'Aix. Mais par exemple, puisqu'on parle de finances publiques, la ville d'Aix a arrêté ce dispositif qui permettait à 15 000 personnes par an d'entendre de la musique gratuitement. Et je suis d'accord avec la question économique qui a été posée. La vraie question qui se pose aujourd'hui maintenant, c'est comment faire pour que les petites structures puissent continuer à exister. Et si je suis ici dans le cadre de rencontres économiques, c'est que je pense qu'il y a peut-être à réfléchir avec les entreprises à faire en sorte que, bien sûr, l'éducation est le premier moteur de tout cela. Il faut que les enfants fassent du dessin, de la musique, et là, ils vont être intéressés par des représentations. J'étais il y a 2 jours, je crois, au Stadium, j'ai écouté la générale de l'Orchestre de Paris, et pendant que j'entendais ça, j'entendais l'Oiseau de Fleu dirigé par Makélélé. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe, et je me disais, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tout le monde soit conscient de la force de ce qui est en train de se passer? Il y a, vous l'avez dit, 80% des gens qui ne vont pas à l'opéra. Je crois qu'il y a 7% des gens qui vont au concert. Et ça, c'est absolument une catastrophe complète. Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? Et je me demande, moi, si, par le monde de l'entreprise, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, bien sûr, il y a le mécénat, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des concerts, ça existe, je sais, mais ça existe jusqu'où? Il peut y avoir des concerts, il peut y avoir des expositions dans le cadre des entreprises. Les entreprises elles-mêmes peuvent participer, peuvent être collaborateurs, et je crois qu'il y a quelque chose à faire. Si je dis ça, c'est pas pour refroidir l'ambiance, parce que tout le monde veut bien faire, ça j'en suis absolument convaincu, mais c'est que si rien ne se passe, il y a des structures, dont la mienne, enfin celle que je dirige, mais ça fait quand même 15 ans que je la dirige, et nous sommes soutenus par la métropole Aix-Marseille, mais est-ce que ça durera? On n'en sait rien. Et petit à petit, on voit nos supports, des tutelles, même dans le cadre de projets sociaux, dans le cadre de projets avec des gosses, dans le cadre de projets où vraiment on fait tout pour que la culture devienne un bien commun. On voit ces aides baisser, et je pense qu'avec le temps, elles disparaîtront complètement, et donc que beaucoup de structures disparaîtront. Alors, d'un côté, on a ce que vous venez de parler, et d'un autre côté, on est devant un constat qu'on est obligé de faire. J'ai été un peu long, je vous prie d'excuser. Donc, 2 questions. Comment préserver les petites structures et quel est le rôle de l'entreprise dans la promotion de la culture? Beaucoup de choses ont été dites, sont très justes. N'accusons pas l'État de se désengager. Aujourd'hui, Madame Abdul Malak avait obtenu l'an dernier un budget en croissance de 7%. C'était une des plus grosses progressions. Cette année-ci, la hausse des coûts d'inflation est telle que les perspectives budgétaires sont critiques. Et j'en parlais avec elle hier soir. Donc elle est très consciente. L'État en France ne désengage pas de la culture. On ne peut pas le dire, mais par contre, il a du mal à suivre la dérive des coûts, qui sont la dérive des cachets, la dérive de l'inflation. Bon, deuxième point, vous posez les entreprises. Et là, je voudrais souligner quelque chose qui est, à mes yeux, inquiétant. C'est que la passion pour ce qu'on appelle dans le jargon des entreprises la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, fait que les entreprises se désengagent de la culture au profit de la planète et du social. Et donc aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des mécénats d'entreprises pour des activités culturelles, sauf si elles ont une dimension éducative. C'est un biais. C'est quelque part la passion du jour sur la planète, qui est quand même, à mon avis, le défi de notre époque, qui fait que le mécénat d'entreprise est en train de se détourner des grandes institutions culturelles. La seule manière de faire, on y arrive un petit peu avec Aix, vous y arriverez peut-être, c'est de tourner sur l'éducation, parce qu'il y a une dimension sociale qui, dans les mots responsabilité sociale et environnementale, résonne encore. Mais moi, je constate qu'on a un désengagement des entreprises. Et je voulais ensuite dire que notre interlocuteur avait raison. Toute l'année, on a formé les élèves du lycée d'Aix à Wodzek, qui n'est pas l'opéra le plus simple, un opéra du début du XXe siècle. Et là, ça marche. C'est-à-dire qu'il faut quand même une année scolaire d'initiation pour que ça fonctionne. Le réflexe spontané, si on n'a pas été formé, c'est que c'est long, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Il y avait une autre question, il me semble. Bonjour, je me présente, je viens de Nice, je viens du monde associatif dans un quartier politique de la ville. J'accompagne des collégiens et des lycéens. Un des volets importants à travers tout ce qui est réussite scolaire, c'est l'ouverture à la culture. Alors, je suis heureux
de cette session où on nous conseille d'accompagner les jeunes avec les outils dont ils disposent aujourd'hui, hip-hop et tout ça, comme vous l'avez souligné, que c'était très important, mais sur des questions essentielles, c'est-à-dire les défis de l'humanité, donc les questions de demain. Très important. En revanche, concernant l'opéra, je suis content d'apprendre aussi qu'amener comme ça tous les jeunes à l'opéra, tout ça, bon, c'est peut-être pas grand-chose, parce que c'est vrai, j'ai l'expérience, 3 heures, ça ne tient pas. En revanche, dans les quartiers politiques de la ville, il y a des jeunes qui sont ambitieux, qui travaillent très bien, collège et lycée, et qui n'ont jamais mis leurs pieds à l'opéra. C'est très important. Je venais de vivre cette expérience il y a 2 mois. On en a, ils ne sont pas nombreux, mais interroger certaines associations, 3 ou 4, 5, qui eux rêvent de devenir médecins, eux rêvent de devenir architectes, et ils existent. Ceux-là, si on les accompagne, ils vont tenir pendant 3 heures sans problème. Merci. On va prendre une autre question et on répondra aux deux. Bah, si, ça marche. Non, c'est pas une question, c'est un témoignage sur les diverses formes que peut prendre le rôle de l'entreprise. Alors, j'ai 2 casquettes ici. Je suis président d'Engie. Et Engie accompagne le MUSEM depuis sa création. Et une opération qu'on a montée, dont on est très fiers, même si elle a un impact effectivement numérique minime, c'est qu'on a permis au MUSEM de mettre en place un bus qui va chercher le week-end des jeunes des quartiers nord et qui les amène au MUSEM avec un accueil et une programmation qui est adaptée à leur intérêt. Donc on est très fiers de cette petite opération. Et puis je suis aussi président du conseil de l'Opéra de Paris, donc je me retrouve sur des sujets qui ont été évoqués. Quelque chose qui me frappe, c'est quand on pense aux grands mécènes de l'opéra, et ils sont très importants dans le business model de l'opéra, on pense Chanel, Rolex. Un de nos très grands mécènes, c'est une entreprise qui s'appelle Paprec, leader français du recyclage. Et Paprec est un mécène important par l'engagement de ses dirigeants, entreprise à contrôle familial, mais en passant d'une génération à une autre, on a continué avec cet engagement, qui amène ses collaborateurs de manière massive, qui amène ses clients, et c'est des soirées qui sont passionnantes. Et puis dernier exemple, opéra, l'Opéra de Paris, institution qui paraît un peu élitiste et lointaine, va partir en octobre, en tout cas quelques-uns de ses artistes et de ses dirigeants, en Guyane, et avec le soutien d'ailleurs d'une entreprise, Meridiam, Thierry Déo, qui est un participant important de ces rencontres. On va passer une semaine avec nos artistes pour montrer sur un territoire qui paraît un petit peu loin de ces enjeux ce que c'est que la danse, l'art lyrique, et on est très fiers là aussi de ces opérations. Alors tout ça est très modeste à l'échelle des enjeux qu'on évoque, mais ça montre une réalité très vivante et l'ambition des entreprises de participer de manière très diverse à cet accès à la culture qui nous paraît important. Merci. Une réponse Je pense que ça dit surtout, je pense que ça dit surtout, vous avez insisté dessus, sur l'engagement des patrons d'entreprise en fait et des chefs d'entreprise, et c'est peut-être ça, pour rebondir sur la première question qui avait été posée, c'est que effectivement il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été portées par les entreprises, notamment dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Ça s'appelait Atelier d'artistes, et on se rend compte que sur la durée en fait c'est difficile en fait, parce que ça demande beaucoup d'énergie et que ça repose extrêmement sur l'engagement du chef d'entreprise en lui-même pour mobiliser à la fois ses équipes, pour avoir cette ouverture à la création artistique. C'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à des freins sur l'engagement limité en fait que l'entreprise peut avoir sur l'encouragement à la culture, même si on en a tous très 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 besoin. Les sponsors et les partenaires et les mécènes sont indispensables au modèle économique de nos activités. Merci. Un mot Oui, je voulais juste, et alors là c'est juste un témoignage, c'est juste le fait d'être témoin de ce qui peut se passer en France, et c'est juste un témoignage d'admiration parce que ce que l'État fait en France, j'aimerais beaucoup pouvoir témoigner. Je n'ai pas pu répondre à ces questions parce que malheureusement, en Afrique de l'Ouest, on n'a aucun type de subvention, on n'a aucune possibilité d'avoir aucun financement pour la culture. Ce qui explique aussi pourquoi je ne peux pas venir avec tous mes collègues qui dirigent les opéras, les musées, les théâtres.
parce qu'il y a zéro engagement financier. Et il y a une nouvelle loi mécénat qui vient de passer et qui permet de défiscaliser pour tout le monde, sauf pour les privés, uniquement pour les initiatives étatiques. Donc ça, c'est juste un témoignage pour dire que au niveau de la France, c'est exceptionnel ce qui se passe, même si c'est un peu en réduction, mais c'est une chance dont on n'a pas toujours conscience. Et en réalité, aujourd'hui, vu du Bénin, je vous assure que voilà, ça permet à la culture d'être un droit et de ne pas être un luxe. Je donne la parole à Nathalie Moreau pour le mot de la fin. Donc je vais essayer de synthétiser en 2 minutes ce qui a été dit, ce qui n'est pas une tâche aisée, mais il me semble que dans ce que nous avons vu sur la culture avant tout, c'est d'avoir du plaisir, mais c'est aussi de développer quelque chose qui nous permet d'avoir un regard critique sur ce qui nous entoure, sur la société. Amos Gitaï a souligné l'importance de la culture justement dans une période où les démocraties questionnent, mais donner cette envie aussi et ce regard critique, c'est aussi par rapport à ChatGPT. Nous avions une définition sur la culture. J'espère que ce panel où nous avons discuté de la culture permet de voir aussi que la culture, ce que nous faisons ici, c'est incarner, ça apporte quelque chose de plus et que du débat, on a eu quelque chose de supérieur par rapport à ce qui était donné, par rapport à la définition de ChatGPT. C'est-à-dire que d'une part, il y a cette incarnation et il y a des choses qui sont ressorties de façon très importante. C'est le rôle à l'éducation. On a vu aussi bien en Afrique ces liens qui ont été tissés avec les écoles que vous, dans toutes les structures, il y a ces liens très très forts avec l'éducation. Il y a l'importance, la barrière aussi de la gratuité, la barrière tarifaire, l'usage des réseaux sociaux qui doivent être un outil pour pouvoir diffuser cette culture, même si parfois il prend le pas après sur la culture elle-même. Et enfin, toutes ces questions de gratuité et d'éducation posent la question du financement de la culture, qui n'était pas celle de cette table ronde, mais on voit comment cette question d'accès à la culture renvoie à celle du financement de la culture, de l'intervention de l'État. Qu'est-ce qu'on finance? Et on revient ici sur ce que disait Amos Gitaï, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les pouvoirs publics décident de financer la culture, se pose la question des biens sous tutelle. C'est-à-dire que c'est les subventions, à qui ça va être donné. On va décider que certaines pratiques culturelles sont plus importantes à financer que d'autres. Lesquelles? Et donc, je pense que c'est une thématique de table ronde qui sera très importante et très intéressante à creuser l'année prochaine. Merci à tous.